Salut à tous, donc pour cette nouvelle interview sur Globe MMA, j'ai le plaisir d'avoir le combattant français Karla Moussou, donc combattant welterweight. C'est bien ça, Karl, welterweight, hein? C'est bien ça, welterweight. Enfin, pas au moment où je te parle parce que j'ai repris 8 kilos depuis le combat. Mais on va dire welterweight toujours, c'est ça. Et on peut te Bonjour, considérer comme un JB. on peut te considérer comme un combattant vétéran, si je me trompe pas. Écoute, ça c'est le terme qui fait un petit peu mal, mais ouais. vu qu'il y a des cheveux blancs qui ont commencé à pousser, je pense qu'on peut m'appeler un vétéran maintenant, ça y est. Parce que t'as seulement 30 ans, mais t'as déjà plus de 30 combats pro à ton actif. Ce qui est quand Ouais, même c'est ça. énorme. J'ai 31 combats là, pro et bah voilà, ça commence à faire une bonne expérience, on va dire, pour le MMA et bah, je me sens en pleine forme toujours. Donc, enfin, je suis encore jeune dans le sport, en tout cas, je me sens jeune et bon, le MMA, on a l'avantage avec le MMA d'avoir un sport qui n'a pas des retraites jeunes, donc je pense que je peux pousser encore quelques bonnes années, au moins 5, voire plus, Et, si tout se passe bien. et ouais, donc toi t'as commencé jeune, t'as commencé à 18 ans, hein, si je À me 20 trompe ans. pas. À 20 J'ai ans? commencé à m'entraîner en MMA à 18 ans, mais j'ai fait mon premier combat pro à 20 ans. Ouais, c'est ça, exact. Et pour la petite anecdote, je me souviens quand Vanderlei était venu pour la première fois en France donner un stage. Je me souviens donc c'était, je sais plus, c'était en banlieue et dans ce grand gymnase là et donc j'avais participé parce que je pouvais pas manquer ça, la venue de Vanderlei. Tu y étais bien évidemment, donc il y avait aussi ton frère Bertrand qui était l'un des organisateurs de cet événement et je me souviens et je t'avais vu à ce moment-là faire une sorte de petit sparring avec Vanderlei et t'étais déjà physiquement super massif et vachement taillé et je me souviens qu'avec Vanderlei vous étiez bien amusé quoi et on voyait que t'avais tu vois l'engagement que on sentait qu'il y avait quelque chose chez toi quoi que t'allais probablement faire une carrière et à ce moment-là, il me semble que tu n'avais pas encore commencé ou tu venais tout juste de commencer. Ouais, je crois que c'était à mes tout débuts. J'avais pas encore fait mon premier combat de pro de MMA, je m'en souviens très bien. Et donc moi j'étais un immense fan de Vanderlei, je le suis toujours. Et, euh, et donc j'avais bien entendu voulu participer à ce stage-là. Et à la fin, il avait organisé des petits sparring où ça tournait avec les mecs. Et bon, bien entendu, j'étais un des premiers à faire la queue pour avoir l'honneur d'échanger un petit peu avec lui. Et bon, c'est vrai que je m'étais donné un petit peu et je m'étais bien fait massacrer aussi par la même Ouais, occasion. ouais mais Mais ça c'était m'a fait cool. Vanderlei parce qu'il voyait que j'étais volontaire. Et puis bon, suite à ça, je suis allé faire mes armes en MMA. Je suis parti à la shoot box. Et ouais. Je me souviens, j'avais travaillé pendant 2 mois. J'avais pris un emploi d'agent de sécurité de nuit pour pouvoir me payer le voyage et me payer un hôtel tout pourri à 7 euros la nuit. Je m'en souviens très bien. Et je mangeais une fois par jour parce que j'avais pas assez d'argent, tout simplement. Et ouais. Mais c'était une super expérience. Et puis bon, c'est ce genre d'expérience-là qui forge aussi le caractère et qui font ce que tu deviendras peut-être demain. Tu vois, donc c'était une super expérience, un super souvenir. Et d'ailleurs, pour tes premiers combats, on avait même presque l'impression que tu t'étais imprégné du style shoot box d'ailleurs. Bah, oui, on a souvent dit que j'essayais de combattre comme Van Damme, mais c'est pas que j'essayais, c'est Non, que moi, mais c'est le truc qui m'a séduit. ouais. C'est ce en quoi je me suis retrouvé vraiment. Et, euh, et c'est cette agressivité qui, je pense, me caractérise un petit peu depuis le début depuis le début de ma carrière. Et bon, aujourd'hui, elle est développée d'une façon différente, avec plus de maturité aussi. Mais au début de ma carrière, je sais que j'ai battu des mecs qui m'étaient supérieurs en pied-point. Je les ai battus à leur propre jeu, de par mon agressivité, parce que bah, je palliais peut-être le manque technique que j'avais à l'époque avec beaucoup d'agressivité. Puis ça a fonctionné un certain temps. Ouais. Après, il a fallu faire des ajustements que j'ai fait aujourd'hui. Il y a encore, bien entendu, beaucoup de progrès à faire, que ce soit sur la boxe, ou sur le sol ou autre. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que mon style a été lancé parce que voilà, j'étais admiratif de ce style-là de Vanderlei et puis je me retrouvais là-dedans. Donc c'est un petit peu ce dont je m'étais imprégné. Et on peut aussi rappeler que toi, ton art martial de prédilection, toi, ton background, tu viens du judo. Ouais, tout à fait. C'est Tout à ça, fait. judo, et t'as évolué à haut niveau en judo. Il me semble que t'as participé à de grosses compétitions en France et Ouais, ouais, je dirais pas très très haut. Enfin, j'étais un bon judoka. J'étais un judoka de deuxième division. ouais. Donc, je participais au championnat de France deuxième div, etc. Bon, j'ai gagné les championnats départementaux, régionaux, etc. J'ai jamais percé à très très haut niveau, mais j'étais un bon judoka.
Et aujourd'hui, c'est marrant parce que je suis devenu bien meilleur judoka aujourd'hui que je l'étais à l'époque. Ah Et grâce ouais. au MMA, en fait, parce que j'ai changé mon style de judo. Parce qu'il y a moi, je travaillais beaucoup en tout ce qui était les mouvements d'épaule, bon, que tu connais, les Ippon Seoinage, les Morote, etc. Et, euh, sauf que c'est pas adapté au MMA, ou c'est difficilement adaptable en tout cas, parce qu'on va tourner le dos, on va éventuellement se faire contrer, se faire étrangler. Ouais. Donc j'ai beaucoup changé mon style de judo et du coup j'ai ajouté d'autres armes à mon arsenal de judoka et aujourd'hui quand de rares fois il m'arrive de remettre le kimono, je suis meilleur en judo que je l'étais à l'époque. Ah ouais, c'est intéressant ça. On peut aussi dire que en fait, que t'as combattu dans presque toutes les plus grandes organisations de MMA au monde. T'as combattu donc au M1, t'as combattu au Bellator, t'as combattu au Strikeforce, Cage Warriors, et j'en passe. Et bah, il reste une organisation pour laquelle t'as pas encore combattu, c'est l'UFC, mais ça on va y revenir juste après. Ouais. Là, 2015, c'était une année formidable pour toi parce que en 2015, t'as eu pour 4 combats MMA, 4 victoires. C'est ce qui est vraiment super, quoi. On peut pas mieux espérer là pour Ouais. justement, tu vois, avoir de beaux projets par la suite. Et aussi, tu as eu un titre de champion de France de grappling. Donc là, cette compétition de grappling, c'est pour rester actif finalement. C'était pourquoi tu as décidé de participer à cette compète? Bah en fait, des compètes de grappling, j'en ai quasiment jamais, j'ai quasiment jamais fait de compète de grappling. J'avais fait à l'époque le tout premier VIC. Ouais, C'était ma première compète de grappling. J'avais gagné le VIC. Ensuite, j'avais fait un super fight contre Jack Jacare Hervé. où je m'étais fait trimballer un peu à droite à gauche. Et je crois que non, et j'ai fait une fois le Naga et j'ai fait donc le championnat de France de grappling. Voilà. J'étais pas particulièrement actif. J'avais combattu en janvier en MMA. J'avais pas de combat en vue. Je commençais à tourner un petit peu en rond. Et puis il y a eu ce championnat de France et je me suis dit bah tiens, ce serait peut-être sympa d'aller me tester un petit peu en sachant que le grappling c'est quand même mon point fort. Et bah donc j'ai voulu aller me tester, aller me mesurer un peu, tout en sachant que bah quand tu vas dans une compète comme ça, même si toi, ta discipline de prédilection n'est pas le grappling, ou ta vraie discipline n'est pas le grappling, en tant que combattant de MMA, tu sais que tu vas être attendu et que bah, tu vas être un petit peu la tête à abattre. Donc bah, heureusement, ça s'est bien passé pour moi, j'ai gagné la compète, mais bon, c'est vrai que je voyais que j'étais un petit peu l'homme à abattre dans la catégorie, donc c'était marrant, c'était une bonne expérience. Et aussi, ce qu'on peut citer aussi, c'est que parmi toutes tes victoires, parmi tes 22 victoires, il y a plus de la moitié où t'as gagné par soumission, quoi, il me semble. Et dont d'ailleurs, là, bon, hormis ton dernier combat là qui a eu lieu là il y a une dizaine de jours où t'as gagné par KO, sinon, je crois les 4 précédents combats, t'avais gagné par soumission aussi. Donc c'est C'est ça, vraiment ouais. un point fort chez toi, ça, dans ton jeu. C'est finalement t'es un combattant complet, quoi. Bah ouais, on essaye, on fait en sorte. Non, je, je suis complet, je suis un combattant, oui, je pense que je suis un combattant complet. Et puis bon, surtout, moi ce que je veux, c'est le finish. C'est-à-dire que si je veux gagner avant tout, bien entendu, mais si tu regardes sur mes stats, sur 22 victoires, il n'y a que 4 victoires par décision. C'est ça. Donc ouais, je pense que je peux être considéré comme un finisseur et bon, clairement, mon point fort, c'est le sol. C'est clair et net. Maintenant, je pense que j'ai aussi, bah, je l'ai démontré le week-end dernier, je peux être très dangereux debout. C'est Et, ça. et je fais en sorte d'être suffisamment dangereux debout pour soit infliger des KO, soit faire en sorte mon adversaire vienne au contact. Et à ce moment-là, il est chez moi. Il est chez moi parce que là, il y a le judo, il y a le grappling et c'est là que je me sens le meilleur. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu mon game plan global maintenant, en sachant que ça dépend bien entendu de l'adversaire auquel je vais être confronté, etc. Superbe victoire donc au premier round au Venator FC3, donc c'était le week-end dernier contre Giovanni Melillo. Vraiment très bel enchaînement qui se termine par un high kick, donc lui il recule, il est débordé et hop boum, en fin de course il se prend donc un superbe high kick. Ça, c'est une combinaison que tu avais travaillé à l'entraînement alors? Ouais, c'est un truc que je travaille beaucoup à l'entraînement. C'est un de mes enchaînements forts. Au MMA Factory, on essaie de vraiment développer plusieurs enchaînements forts pour chaque personne. Ouais. Lopez nous incite vraiment très fortement à développer ça, à chacun avoir un petit peu son spécial. Ça, c'est un de mes spéciaux. Il y en a d'autres encore. Ouais. Euh,
Voilà, donc je suis content que ça soit passé. En plus, j'étais sur 4 victoires par soumission. Et puis, pour la petite anecdote, avant le combat, Lopez m'a dit, écoute, si tu gagnes ce combat par soumission, c'est vraiment bien. Si tu gagnes par KO, c'est génial. Et juste avant de monter dans la cage, quand je l'ai pris dans les bras, j'ai dit, bon, Lopez, on va aller mettre un petit KO à ce mec-là. Et voilà, Super. c'était l'envie. C'était l'envie. Maintenant, s'il y avait eu une soumission, on aurait pris la soumission. Euh, je voulais finir au premier round, je voulais finir par KO, ça s'est passé comme ça, c'est très bien. Et donc tu devais pas l'affronter, Melilo, normalement, à la base, je crois. Non, alors je devais affronter un vétéran de l'UFC qui s'appelle Simeon Torresen. C'est la Ouais. deuxième fois que je devais d'ailleurs l'affronter. Et c'est la deuxième fois qu'il s'est désisté 3 semaines avant le combat. Les deux fois, 3 semaines avant le combat. La première fois, il avait la grippe. Donc bon, je pense qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes docteurs en Norvège parce qu'ici, une grippe, ça se soigne quand même relativement rapidement. Ouais. Et la deuxième fois, il avait plus envie de combattre. Ouais. Donc, c'est un petit peu frustrant parce que là, sur mes 5 derniers combats, ça m'est arrivé 3 fois ouais, ça m'est arrivé 3 fois que des mecs se désistent. En janvier 2015, le mec s'est désisté la veille du combat. Donc, on m'a trouvé un remplacement en me disant que, on avait un mec pour moi, mais que le combat serait à 84 kilos. J'étais Ouais. à 77 kg 500 la veille. Et j'ai accepté parce que c'était soit ça, soit je combattais pas. Et ouais. Et vraiment, la veille du combat, c'est-à-dire le jeudi soir, je m'en souviens, j'étais en Oh train là de souffrir de là. régime et les mecs me disent, bon, on a un mec pour toi. Par contre, c'est à 84 kilos, c'est le seul qui a accepté. Oh là là. Voilà, donc ça c'était en janvier. Ensuite, en décembre dernier au Venator, je devais affronter Simon Torresen. Ça a été une tannée pour lui trouver un remplaçant. Donc, on a trouvé pareil un remplaçant un petit peu dernière minute. Et là, bon, encore la même chose avec Giovanni Melillo qui a accepté le combat à peu près 2 semaines Ouais. avant la date. Donc, c'est pas forcément plaisant d'avoir ce genre de situation parce que en plus tu te prépares pour un mec qui a un style en particulier, etc. Puis Bien là, en sûr. l'occurrence, c'était intéressant parce que c'était un vétéran UFC, le gars que je devais affronter. Et puis bon, c'est toujours bien sur le papier d'accrocher un vétéran UFC à son palmarès. Et ouais. Voilà, donc un peu frustrant. Maintenant, c'est une bonne victoire qui a été faite de bonne façon. Et puis, toute victoire est bonne à prendre. Donc, je suis très content. Donc avant d'intégrer le MMA Factory, anciennement Crossfight, d'ailleurs t'as eu une expérience aux États-Unis à l'American Top Team en Floride, où tu es resté un certain temps. Combien de temps t'es resté là-bas et qu'est-ce que t'as tiré de cette expérience finalement? Je suis resté à peu près 1 an et demi à l'American Top Team. Ouais, Euh, Avant ça, j'étais allé un petit peu au CrossFight à l'époque, je me souviens plus pendant combien de temps, mais pendant quelques mois. Et bon, j'étais toujours resté en contact avec Lopez aux États-Unis, etc. Mais l'American Top Team, c'était vraiment très très intéressant. Il y a des sparring enfin, il y a même pas besoin de dire de quel niveau ils sont. ouais. Dans ma KT, il y a Robbie Lawler, il y a Masvidal, il y a tous ces mecs-là. Enfin, il y a vraiment des mecs très très forts. Gleison Thibault en moins de Thiago 70, etc. Alves. Ouais, Thiago Alves, il y a du très très haut niveau. Maintenant, c'est un petit peu une usine, je trouve. Et, et pour moi, il y a beaucoup d'informations différentes. C'est-à-dire que tu pars au combat avec 2 ou 3 coachs qui ne parlent pas forcément de la même voix, qui ne disent pas forcément les mêmes choses dans la même direction, etc. Donc c'est un petit peu problématique. Alors qu'au MMA Factory, on a aussi plusieurs coachs, chacun a sa discipline, avec Lopez qui est en tout ça et qui chapeaute tout ça, qui est le head coach, qui donne ses instructions ou ses conseils aux autres coachs. Ouais. Et ça marche super bien. Quand je vais au combat, c'est avec Lopez, il y a sa voix que j'écoute, c'est tout. Et c'est parfait. Et on se connaît par cœur, on a des stratégies qui sont établies avant les combats, et c'est juste du caviar pour nous d'avoir ça. C'est vraiment un coach exceptionnel. Et de toute façon, enfin, depuis que je suis rentré de l'American Top Team, je suis sur 5 victoires d'affilée et c'est en grande partie grâce à Lopez. Et ouais, bien sûr, MMA Factory, donc on peut dire que c'est l'une, voire la meilleure académie en Europe de MMA. Ouais, Euh, on superbe est bien d'accord. travail, superbe travail donc de Fernand Lopez avec son équipe. Et puis bien évidemment avec vous, un super pool de combattants, donc avec plusieurs combattants maintenant qui évoluent à l'UFC, avec Francis Ngannou, avec Taylor Lapillus, il y avait donc Michael Ubou qui ne fait plus partie aujourd'hui de l'UFC mais qui était aussi de passage. Et bien sûr le prochain, on espère que ce soit toi. Je l'espère, j'espère aussi. Donc là, j'imagine que là, t'as jamais été aussi proche, probablement, d'une signature à l'UFC.
comme on le disait, je veux dire, t'as presque toutes les qualités pour pouvoir signer là-bas. D'ailleurs, on pourrait même presque s'étonner pourquoi tu n'as pas intégré l'UFC plus tôt. Ah, écoute, ouais, c'est un petit peu la question que je me pose. Bon, clairement, j'ai un élément de réponse. C'est le fait que j'ai été au Bellator pendant assez longtemps, pendant 3 ans ou 3 ans et demi, je crois. Et que je crois que je suis un peu trop marqué Bellator, etc. Mais bon, pour moi, c'est pas vraiment un motif très recevable. Ce qui est frustrant, c'est que tu vois que des mecs sont classés parfois 100 places derrière toi au classement mondial et qui sont recrutés. Et là, aujourd'hui, Et voilà, ouais. j'ai clairement fait mes preuves. Je suis dans le top 100 depuis, je crois, 2011 ou 2012. J'en suis jamais sorti. Là, aujourd'hui, je suis classé aux alentours du 70e mondial. J'ai déjà été classé numéro 25 avant mon combat contre Askren. Donc, Et ouais. je pense que mes preuves, je les ai clairement faites. Je pense que mes qualités de combattant, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Maintenant, il y a un truc indéniable, c'est que je suis un finisher. Donc, C'est il ça. suffit de toute façon, il y a les statistiques qui sont là pour parler. J'ai sur 22 victoires, j'ai 13 soumissions et 5 KO ou TKO et 4 décisions. Donc voilà, je finis les combats et quand les combats ne sont pas terminés, c'est des grosses guerres. Donc, tous les combats qui sont allés à la décision, c'était vraiment des guerres. Et je pense que bah voilà, je suis peut-être pas encore le meilleur combattant, j'aspire à le devenir, mais en tout cas, je suis un combattant qui s'engage dans ses combats et ça, je pense que c'est indéniable. Donc, il me semble que tu avais participé à des tryouts pour l'UFC pour l'une des saisons d'Ultimate Fighter. Ouais, alors les tryouts, j'ai participé 2 fois. J'ai participé une fois, je crois que c'était peut-être en 2009 ou aux alentours de cette année-là. Ouais. Euh, C'était avant que j'intègre le Strike Force, je crois. Et j'avais tout passé, tout réussi jusqu'à l'entretien final, sauf qu'ils n'ont pas sélectionné ma catégorie de poids. Oh là là. J'y suis retourné l'année dernière, en avril ou mai, je crois. Ouais. Et ben, pareil, j'ai tout réussi. J'étais dans les, je sais pas, il en restait peut-être 20 à la fin. Et pareil, écoute, on n'a pas sélectionné ma catégorie de poids. Donc, bah, très frustrant. Il y avait 2 catégories de poids. Donc, toi, tu fais ton petit voyage, tu tapes dans tes économies pour te payer tout ça. Et puis, on te dit pas non, c'est que tu conviens pas. Donc, ça, c'est tout à fait recevable. Tu conviens pas au profil, ok, pas de problème. Mais qu'on dise non, bah finalement, oh non, finalement, on a changé d'avis, on prend plus ta catégorie de poids. Donc, dans ce cas-là, mettez-vous d'accord avant. Dites, ok, on va prendre Ouais. cette catégorie de poids là. Et bon, voilà, c'était un petit peu difficile, j'ai un petit peu accusé le coup, mais bon, voilà, après tu te relèves, tu rebondis, et puis tu passes à la suite. Hein. C'est comme ça, dans la vie, il y a des succès, il y a des échecs, et puis bah, si une porte ne s'ouvre pas, on passe par une autre porte. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que je ferai. Et de toute façon, il y a un objectif. Pour l'atteindre, je suis prêt à beaucoup de choses, et j'y arriverai, je me donnerai les moyens d'y arriver, tout simplement. C'est loin d'être facile, hein, la carrière d'un combattant, hein. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de détermination. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Là aujourd'hui, là, à l'heure actuelle? Aujourd'hui, je me pose la question, probablement que je le referai. Maintenant, est-ce que je sens que j'ai le besoin de repasser par tout ça? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, ma place à l'UFC, elle est méritée. J'ai fait Ouais. le travail qu'il fallait. Quand j'ai passé les 3 tryouts l'année dernière, je sortais d'une défaite au Bellator. J'avais eu une victoire après. J'avais encore des choses à prouver. Là, aujourd'hui, non pas que je n'ai plus rien à prouver, mais j'ai 5 victoires d'affilée, 5 victoires par finish, 4 au premier round. Je pense avoir fait le taf. Bien sûr. Donc, je suis pas certain que je sois dans la position, que je dois me mettre dans la position où je dois aller repasser des tryouts et tout ça. Maintenant, si Non. ça passe pas, ben, peut-être que je serai obligé de le faire. Mais voilà, je pense avoir fait le travail pour pouvoir entrer à l'UFC aujourd'hui par la grande porte. Ouais, je pense avoir fait mes preuves. Là, il y a un UFC à la rentrée en septembre en Allemagne, à Hambourg. Ça serait formidable de devoir combattre sur cette carte-là. Ouais, 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 je l'espère vraiment, je l'espère vraiment. On fait tout pour être sur la carte. Est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas. En sachant que je suis à moitié allemand aussi, j'ai la nationalité allemande. Ah Euh, ouais, je me dis que ça pourrait être bien, ça bien pourrait être sûr. intéressant pour moi d'y combattre et puis de combattre devant une certaine partie de ma famille aussi. Ça Mais serait ouais. bien. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Peut-être que si tu as le contact de Joe Silva, tu Bah peux l'appeler pour attends, Joe, si tu écoutes cette interview, s'il te plaît, recruter. voilà, fais le nécessaire pour recruter Karl. Voilà, Ouais, non, ça le serait message est super. passé. Ouais. Non, voilà, ça serait vraiment génial pour moi. Et puis bon, de toute façon,
que ce soit en Hambourg ou ailleurs, j'ai envie de te dire, peu importe. Maintenant, en Ouais, Hambourg, c'est vrai que ça serait un petit plus, bien sûr, mais ouais, ouais. l'essentiel pour moi, c'est d'y arriver, d'y être, et puis bon, j'espère que ça le fera. On croise les doigts. Et là, pour l'instant, bah, tu t'entraînes quasiment à plein temps en MMA, mais j'imagine que pour joindre les deux bouts, j'imagine que tu travailles aussi à côté. Ouais, bien sûr. Je travaille depuis. J'ai repris le boulot en janvier 2015. Donc après 3 ans de congé sans solde, j'ai repris en janvier parce que bah, tout simplement, il faut manger. Il faut manger. Le Ouais, MMA, ça ne suffit pas. En France, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup de. On n'a pas beaucoup. On n'a quasiment pas d'aide financière, hein, clairement. Les combats, ça rapporte pas des milliers des cents non plus. Donc bah, faut travailler à côté. c'est Faut ça. travailler à côté. Donc bah, c'est difficile de combiner les deux parce que ça demande énormément de rigueur et de sérieux. Voilà, il faut faire que ça, clairement. Tout mon temps libre, c'est pour ma femme et ma fille. Et le reste du temps, c'est entraînement, boulot, entraînement, boulot. Voilà, c'est tout. Et je sais pas si on peut parler de ton travail, mais tu exerces quelle profession? Je suis policier. Ah, ça c'est Je suis bien, à c'est un la beau BAC, métier. ouais. Ouais, à la BAC à Paris. D'accord. Et alors, je sais pas si tu peux nous raconter une anecdote. Alors, je sais pas si je l'ai entendu ou si c'est toi qui me l'as raconté ou quoi. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'interpeller quelqu'un, par exemple, et que cette personne-là te reconnaisse, dise, oh merde, t'es Carla Moussou. Ouais, oui, ça m'est déjà arrivé quelques fois à l'époque. Ça, c'était avant que je parte en congé sans solde. J'avais une anecdote marrante où je courais après un mec qui avait une arme et en fait, le mec, bon, c'était une fausse arme hein, pour pour le Ouais, coup. ok. Et le mec s'est arrêté en disant, oh, Psycho, non, c'est bon, je veux pas de problème avec toi, vas-y. Il s'est mis à terre tout de suite, donc ouais, c'était rigolo. Mais Ah ouais, bon, d'accord. ça arrive pas tout le temps non plus, mais bon, on me reconnaît quelquefois dans le cadre de mon travail, mais Ouais, ouais. ça se passe toujours très très bien en général. Bon, tant mieux. Et donc ouais, comme tu l'as mentionné, là depuis peu, tu es papa d'une petite fille, donc prénommée Alizée. C'est J'imagine que ça. pour toi c'est un grand bonheur et je voulais savoir aussi, est-ce que ça change quelque chose toi à l'approche de tes combats, dans ta préparation? Est-ce que tu vois, est-ce que tu penses à ta fille? Est-ce que tu vois? Ouais, écoute, c'était un petit peu difficile parce qu'Alizé est née pendant ma prépa. Ma D'accord. prépa avait déjà commencé, donc Pour ton dernier combat là. Ouais. ouais, pour mon dernier combat. Donc ça a été vraiment très dur. Il a fallu euh, que je me fasse un petit peu violence pour repartir à l'entraînement après la naissance, Ouais. parce que tu as envie de rester à la maison à cocooner ta petite à prendre soin d'elle, à prendre soin de ta femme. Et, euh, et puis bon, t'as pas envie d'aller bosser, t'as pas envie d'aller t'entraîner, mais il faut le faire parce qu'en face, t'as un mec qui veut, t'as un mec qui veut t'empêcher d'atteindre ton but. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Donc il a fallu que je me fasse violence et pendant quasiment un mois avant le combat, je me suis un petit peu éloigné de ma femme et de ma fille parce que c'était nécessaire pour moi pour, pour retrouver vraiment l'instinct animal et Ouais. pour le retrouver et même le développer encore plus. Parce que là, clairement, je suis arrivé sur ce combat-là et j'étais plus déterminé que jamais et, euh, et je pense que ça m'a donné beaucoup de force. Je pense que ça me donne un certain sens des responsabilités et, euh, et tout simplement, voilà, j'ai encore plus faim maintenant parce que je me bats pas seulement pour moi ni pour ma femme, mais aussi pour mon petit bébé. Et voilà, maintenant, ça m'a pas du tout fait le truc où ça m'attendrit. Bien au Ouais. contraire, ça m'a rendu encore plus dur. Ça me rend encore plus dur et je suis pas là à regarder les photos avant le combat et me dire, oh, c'est trop mignon. Non, non, je suis là au contraire, je regarde la photo et je me dis, ok, là, je vais monter et il y a un mec en face et il va passer un sale quart d'heure. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser là pour bah, le dernier combat qu'il y avait eu entre Luke Rockhold et puis Chris Weidman. Et tu sais, dans les vidéos promo de l'UFC, les countdowns, etc., Rockhold et même dans les interviews, Rockhold disait, toi, Weidman, je vais gagner parce que moi, j'ai pas une famille, j'ai pas tout ça à m'occuper, j'ai pas de temps à consacrer à toutes ces choses-là. Moi, je suis tellement focus dans mon training, tout ça, que je suis beaucoup plus déterminé que toi. Et donc, tu penses que ça peut être l'une des raisons de son échec à Weinman ou là, en l'occurrence, c'était juste une erreur technique quand il a voulu faire son spinning back kick, il s'est pris le dos, il s'est fait emmener au sol Ça, c'est sûr que c'était une erreur technique. Maintenant, moi, je suis pas Weidman, je le connais pas ouais, Weidman, je sais pas comment il pense, donc bien je peux sûr. pas répondre à ta question. Je pense que chaque personne voit les choses différemment, Ouais, chaque individu voit les choses d'une façon opposée. Mais après, pour mon cas personnel, comme je t'ai dit, moi, ça t'affecte pas. ça me rend simplement plus fort Bon, et encore plus déterminé. C'est tout. c'est cool. Et donc, ouais, nous, ce qu'on aimerait voir, ce serait un UFC à Paris.
avec Karl Amoussou, Main Event, tu vois, avec tous les gars du Il y a MMA du monde en Factory en France là, main hein. card. Là, il y a vraiment du combattant qui mérite d'aller à l'UFC. Il y a des combattants vraiment. On a un très très gros vivier de combattants en France qui sont très méritants et qui ont vraiment le niveau pour être à l'UFC, notamment au MMA Factory où il y a vraiment des tueurs à gages. Donc il y a il y a du monde qui se bouscule au portillon. Et ouais, bien sûr. Et donc, quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu as l'impression que les choses avancent sur la légalisation du MMA en France? Il y a eu le Cage Encounter qui a eu lieu l'année dernière. Il y a pas mal de démarches. Là, actuellement, il y a encore une commission qui est là voilà, pour essayer d'apporter des éléments de réponse pour une possible légalisation. T'as l'impression que ça va se faire tôt ou tard, cette histoire? Bon, l'impression que ça va se faire, sans aucun doute, ouais, ça va se faire. Maintenant, qu'est-ce que je pense? J'ai envie de te dire, je sais pas vraiment parce que Bah ouais, ça fait des années que je pense et que j'espère ouais, que je pense qu'on en est très près. Alors effectivement, je pense que plus on avance dans le temps, plus on en est prêt, plus on s'en approche. Mais quand est-ce que ça va passer? Je n'en sais rien. Après, il faut dire aussi une chose, c'est que le MMA n'est pas illégal. ouais, Euh, on n'arrête pas de dire legalize MMA, etc. Sauf que bah, en fait, le MMA n'est pas illégal. et ouais, Preuve en est, il y a eu un événement de MMA en septembre. Premier événement de MMA en France, complètement légal, parfaitement encadré, fait dans les règles avec les autorisations qui ont été envoyées, enfin les demandes d'autorisation qui ont été envoyées à la préfecture. La préfecture qui n'a pas répondu, ne répondant pas, pardon, pas euh, d'interdiction il finalement. n'y a pas d'interdiction, donc tacitement c'est autorisé, voilà. Ouais, C'est aussi simple que ça. Il y a eu après la police à l'événement, la préfecture qui s'est déplacée. Ils n'ont pas pu faire interdire l'événement. S'il y avait eu la moindre faute, la moindre illégalité, ça aurait été interdit. c'est Voilà, donc ça, c'était autorisé. Normalement, si un événement se produit, que tout se passe bien, il y a jurisprudence, le MMA est légal. Voilà, c'est c'est ça. aussi simple que ça. Et on peut rappeler aussi que c'était un très bel événement, que je veux dire, le Aucun public, débordement, il y avait c'est beaucoup de parfait. public et ça s'est très bien passé dans la joie et la bonne humeur, que vraiment c'était très pro quoi. Je veux dire, Bah, bien sûr, c'est ça ça. s'est super bien passé. Tu vois que bah, sur des événements, là, comme il y a eu un événement de Pancras il y a une semaine où il y a eu des débordements dans tous les sens parce que bah, la sécurité n'était pas, enfin, tout ce qui était fait au niveau sécurité n'était pas fait correctement. Voilà, Et il y a eu des débordements et c'est pas du MMA. c'est ça. Voilà, et là, c'était du MMA, tout était encadré parfaitement, pas de problème. Donc, Et ouais, comme quoi, ça veut rien dire. bien sûr. Voilà, il suffit c'était un public de fans qui étaient là, qui avaient envie de voir du beau sport et ça s'est super bien passé. Et ouais. Bon bah on va faire campagne, Karl, pour espérer te voir signer à l'UFC. Donc pour ça on va demander à tous les lecteurs de Globe MMA donc de suivre Karl, bien évidemment, de te suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, donc à la liker si vous avez apprécié cette entrevue avec Karl. Et puis bah je te remercie beaucoup pour cette entrevue et puis bah plein de bonnes choses pour la suite et en attendant la prochaine entrevue pour ton prochain combat à l'UFC. Avec grand plaisir, je le souhaite en tout cas. Merci beaucoup JB, merci à tous et à très très bientôt. Merci Karl, ciao.